Notre invité politique ce matin, c'est Marine Tondelier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, secrétaire nationale des écologistes. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Stéphane Vernet de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour Oriane, Marine Tondelier, bonjour. Bonjour. Et Marine Tondelier, François Bayrou et Sébastien Lecornu ont donc reçu hier les responsables parlementaires à huis clos pour faire le point sur la situation en Ukraine, sur les menaces, sur la défense nationale. Les parlementaires écologistes étaient évidemment présents. Que leur ont dit le Premier ministre et le ministre des Armées ? À peu près la même chose que ce qui avait été dit par le président de la République au chef de parti quelques temps avant, avec évidemment des actualisations. Je pense que ce genre de moment est important parce que ça permet de créer du commun, de partager des informations, des éléments d'analyse, même si on n'est pas forcément toujours d'accord, mais je pense que dans les situations internationales extrêmement déroutantes, extrêmement inquiétantes, extrêmement anxiogènes que l'on vit, et vu tout ce que l'on va avoir à faire pour sauver la paix et nos démocraties en Europe, oui, il est important de pouvoir s'en parler. Et même si on ne sera pas exactement d'accord sur tout, d'afficher à l'extérieur une forme d'unanimisme sur nos objectifs. C'est pour ça que je suis toujours un peu fâchée. Je suis votre émission depuis que je suis arrivée en coulisses. Et j'ai vu des responsables politiques sortir de cette réunion en expliquant à quel point c'était nul, à quel point il ne fallait pas du tout faire ça. Je pense que quand on est face à des personnes comme Poutine et comme Trump, il faut se montrer responsable et que les paroles publiques, elles ne sont pas juste publiques pour la France, elles sont scrutées à l'international. Ces personnes qui ne comptent que sur nos faiblesses attendent de regarder comment va se passer le débat public en France. Alors évidemment, si on dit il faut plus d'armement, évidemment qu'on a le droit de débattre de comment on les finance, ça c'est logique. Mais on va pas débattre du principe de se préparer ou pas à des agressions violentes, encore plus violentes de Poutine et de Trump, par exemple. Il n'y a pas débat sur cette question-là, toujours pas. Il y a un débat de volume, de pourcentage de PIB, évidemment, mais sur l'objectif, sur l'intention, vous considérez sur que notre la Russie cohésion. Est une menace existentielle pour l'Europe, comme le dit le président de la République, toujours? Il y a deux menaces existentielles pour l'Europe. La fin de l'habitabilité de la planète et la fin de la paix sur notre continent. Deux menaces existentielles sur lesquelles les écologistes ont toujours alerté et continueront de se battre aussi longtemps que possible en affichant leurs propositions, évidemment. Mais je suis choquée que des personnes sortent de cette réunion en expliquant qu'il ne faut pas geler les avoirs russes, qu'il ne faut pas trop embêter Poutine parce que l'histoire n'est peut-être pas celle que Zelensky raconte. Ça me choque énormément. Et ce sont des patriotes de pacotille. Je vous le dis parce que c'est des personnes qui nous donnent des leçons de souveraineté et de patriotisme à longueur d'année, sauf quand c'est la guerre et qu'on a vraiment besoin, pour le coup, plus que jamais, d'afficher que la France est forte, que la France est unie et que la France et l'Europe ne se laissent pas. Ils ne sont pas là. Ça a divisé aussi la gauche, ces questions. Il y a eu le vote d'une résolution sur l'Ukraine mercredi soir à l'Assemblée, notamment sur le gel des avoirs russes. Les écologistes et les socialistes ont voté pour, les insoumis et les communistes ont voté contre. Oui, mais on a le droit d'avoir des débats. Est-ce que vous regrettez que les insoumis et les communistes aient voté contre? Alors, il y a eu 288 voix pour et, de mémoire, il y a eu 54 voix contre. On voit d'ailleurs que, y compris le gouvernement, n'est pas sur la même ligne que les députés macronistes. Donc, vous voyez que c'est un sujet peut-être un peu compliqué. Il y a deux arguments pour ne pas être pour les avoirs russes. Il y a des débats sur la légalité de cette mesure. Et c'est pas un débat où les gens disent c'est impossible avec le droit international. Il y a des débats d'experts en droit international qui disent on pourrait faire mais comme ça, non peut-être que ce serait plutôt comme ça. Donc voilà, personne ne nous dit c'est impossible de le faire et c'est complètement interdit. Donc c'est une voie qu'on doit explorer parce que on doit donner beaucoup d'argent pour aider l'Ukraine. On peut avoir un débat sur comment on le finance en France en termes de justice sociale, on va en parler, mais commençons déjà par saisir les avoirs russes qui sont dans nos banques, ça paraît logique. Et si le droit international permet de le faire à certaines conditions, explorons cette piste très sérieusement et affichons notre détermination. Mais vous regrettez que les insoumis ne soient pas sur cette logique? Ce que je regarde, c'est que, par exemple, le gouvernement commence à nous dire oui, mais les banques, attention, peut-être qu'il y a d'autres pays qui pourraient se dire on met plus notre argent dans les banques en France parce qu'on a peur. Je pense que si ces pays ont l'intention de faire une guerre sur le continent européen, c'est peut-être ça le principal problème. Et puis surtout, je ne savais pas que les communistes et les insoumis, avec toute l'amitié que je leur porte, étaient là pour défendre les banques en Europe. J'avais pas compris que c'était ça leur ligne, donc voilà, ça m'étonne. Et je pense que le pacifisme, qui est une valeur fondamentale pour les écologistes, fondamentale, c'est dans notre ADN, ne doit pas vouloir dire qu'on laisse des pays innocents,
se faire agresser, se faire amputer d'une partie de leur territoire, se faire tuer leurs civils avec des massacres, des crimes de guerre qui ont été commis en toute impunité. Je ne pense pas ça, les écologistes ne pensent pas ça, et donc la saisie de ces avoirs russes, franchement, il faut frapper au porte-monnaie et même aller plus loin, parce que je vous rappelle que avec ou sans ces avoirs russes, depuis le début de la guerre, l'Europe a donné plus d'argent à Poutine en lui achetant du gaz, de l'uranium enrichi et des engrais pour notre agriculture intensive que nous avons aidé financièrement l'Ukraine. Donc oui, nous avons un problème. Je suppose que vous avez écouté le ministre des Armées hier sur France 2. Sébastien Lecornu, à un moment, laisse entendre que les Russes continueront à s'armer au-delà de la fin de la guerre en Ukraine pour porter leurs effectifs à 1,5 million d'hommes. Il a parlé de 7000 chars. Face à des tels chiffres, on se dit que la seule façon de dissuader Vladimir Poutine de continuer à faire la guerre et d'envahir ses voisins, c'est de constituer une véritable armée européenne qui soit sur les mêmes bases. Est-ce que c'est possible pour vous aujourd'hui ? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on se rend bien compte quand on est face à des ennemis en période de guerre comme la Russie, qu'on est content que la construction européenne ait existé. Parce que si la France était seule, l'Allemagne était seule, et qu'on commençait juste à discuter ensemble de comment on travaille, ce serait quand même très compliqué. Donc merci l'Europe. Je le dis parce qu'on a parfois des débats sur à quoi ça sert l'Europe. Là, je pense que tout le monde comprend que ça sert. La deuxième chose, c'est que je suis soulagée que le ministre de l'Armée ait répondu très clairement à la question de savoir s'il allait rétablir le service militaire obligatoire. Il a dit se battre, c'est un métier. Et il a raison de dire ça. Donc ça, c'est un autre point important. Et puis pour ce qui est de comment on s'organise mieux au niveau européen sur les questions de défense, c'est quelque chose que les écologistes demandent depuis longtemps, que la France aussi demande depuis longtemps. Et on voit que certains pays, par exemple le Danemark, c'est un exemple assez saisissant. Eux, ils ont très très longtemps, mais même très récemment, dit « Ah ben non, nous, c'est les États-Unis. On n'a pas besoin. » Ils ont totalement changé de pied. En une semaine, virage à 180 degrés, ils ont même augmenté leur réforme des retraites pour aller jusqu'aux 70 ans pour financer l'effort de guerre. Alors Emmanuel Macron, quand il nous dit ça, il a toujours un petit sourire narquois en disant vous voyez, c'est un débat partout. Bon, d'accord. Mais sauf que voilà, le Danemark maintenant est un des moteurs de ce débat en Europe sur comment on fait une défense européenne. Donc on voit bien que tout a changé vite et c'est tant mieux. Mais est-ce que ça veut dire aussi que par exemple la dissuasion nucléaire ne suffit plus à contenir un ennemi du type russe à nos frontières ? Je vous rappelle que la dissuasion nucléaire, j'espère bien qu'on ne se dit pas le doigt sur le bouton, c'est bon, on va appuyer. C'est-à-dire que chacun se rende bien compte de ce que ça veut dire d'utiliser l'arme nucléaire. C'est pas ça qu'on veut faire. Donc évidemment que c'est une dissuasion, voilà. C'est pas une provocation nucléaire. Est-ce qu'il faut l'étendre aux autres États membres de l'Union européenne, cette dissuasion dans le principe, en disant si vous attaquez... Si vous en prenez à un autre pays, voilà, si les Russes s'en prennent à un autre pays, un autre État membre de l'Union européenne, la France pourrait utiliser son arsenal nucléaire pour défendre ses voisins. C'est un débat, je pense, qui va être très prégnant dans le pays dans les semaines et dans les mois qui viennent. On en parle déjà beaucoup, la vérité, c'est que la manière dont en parlait Jacques Chirac en disant c'est pour préserver en gros les intérêts de la France. Ouais. C'était déjà la même chose. Il avait quand même clairement dit que les intérêts de la France ne s'arrêtaient pas aux frontières de la France. Donc, pour moi, sans même changer de doctrine sur la dissuasion nucléaire, aujourd'hui, la France s'engage déjà au-delà de ses frontières avec la dissuasion nucléaire. Vous avez vu que Vladimir Poutine annonçait qu'il acceptait le principe d'une trêve de 30 jours avec les Ukrainiens, mais négocier à ses conditions. Évidemment qu'il y a des mais. Alors, est-ce que vous pensez que de vrais pourparlers de paix vont pouvoir démarrer sur l'Ukraine à l'occasion de cette trêve? Et est-ce qu'une paix juste qui ne serait pas conclue au seul détriment des Ukrainiens vous paraît encore possible? Moi, je veux rappeler deux dates. 1994, accord de Budapest. 2005, accord de Minsk. L'Ukraine et la Russie ont déjà signé 2 fois des accords de cessez-le-feu aux conditions... voilà, ça avait été négocié. La France et l'Allemagne, d'ailleurs, étaient dans les garants de ce processus de paix. Bon, la France et l'Allemagne, et puis nous toutes et tous, sommes bien placés pour savoir ce que Vladimir Poutine fait de ses engagements. Et donc, quand c'est déjà arrivé après les accords de Budapest en 1994, puis après les accords de Minsk en 2005, que la Russie piétine ce qu'elle s'est engagée à faire et surtout à ne pas faire, évidemment qu'on ne peut pas le croire sur ses bonnes paroles. C'est Vladimir Poutine. Et donc, toute promesse qui ne serait pas assortie de garantie de sécurité serait une promesse en l'air. Il faut qu'on se dise très clairement. Si Poutine dit d'accord, l'Ukraine, on va se détendre un petit peu, mais continue de manipuler les scrutins électoraux comme il le fait,
comme il essaye de le faire dans toute l'Union européenne, ce qu'on apprend quand même dans ces réunions à l'Élysée et au ministère des Armées hier, c'est qu'il y a des cyberattaques très fréquentes aujourd'hui, et pas qu'en Ukraine, sur tout le continent, y compris en France. On apprend qu'il y a une vraie ambition de Poutine et de Trump et de ses amis de faire de l'ingérence électorale dans nos pays. Et ce qui me dérange d'ailleurs profondément, et je suis fière des écologistes parce que j'étais la seule à le dire à l'Élysée, et Cyrielle Chatelain et David Cormand l'ont rappelé hier au ministère des Armées. Que fait le Rassemblement national autour de la table pour parler de sécurité nationale et de ce risque sur nos démocraties, sur l'ingérence dans nos scrutins, alors qu'ils en sont les principaux bénéficiaires? C'est pas des menaces en l'air et dans l'absolu, hein. C'est au service d'une cause, de l'extrême droite. Quand le vice-président américain vient en Allemagne faire un discours, c'est au profit direct de l'AfD. Et en France, ce sera au profit direct de l'extrême droite. Donc ils doivent s'expliquer. Vous le dites, Marine Tondelier, il y a un débat en France sur comment on finance cet effort de défense. D'abord, vous nous avez dit tout à l'heure, il faut savoir où on met le curseur. Ça veut dire que pour vous, ce qu'a dit le chef de l'État, il faut passer l'effort de défense à 3,5% du PIB, c'est pas le bon curseur ? C'est surtout que tout ne passe pas en pourcentage du PIB. Je vous donne 2 exemples. Le premier, c'est que aujourd'hui, une grande partie de notre arsenal européen, on ne peut pas l'utiliser sans l'accord des États-Unis. Alors vous pouvez mettre à 15% du PIB si vous voulez, si vous n'avez pas le droit de l'utiliser, vous n'allez pas très loin. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, on parle beaucoup d'économie de guerre, mais enfin, moi, j'ai aussi envie de parler d'écologie de paix. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on met des sanctions très fortes économiques sur la Russie, sauf qu'on continue à financer cette guerre en achetant de l'uranium enrichi, du gaz et des engrais pour notre agriculture. Et les États-Unis, c'est pareil, on dépend de leur pétrole, de leur gaz de schiste. Et donc, on dépend en fait des impérialistes fossiles. On est coincé. On parle toujours de souveraineté, mais on est souverain de rien du tout. Puisqu'on n'a pas développé le renouvelable, qu'on a les bonnets d'âne sur le sujet, puisque notre agriculture dépend de l'engrais, puisque notre nucléocratie dépend de l'uranium enrichi russe. On achète un quart à Rosatom, qui enrichit directement Poutine, et le reste à des pays qui dépendent de la Russie, de fait, et y compris pour le chemin que la marchandise emprunte, il faut passer par le territoire russe. Donc, aujourd'hui, la France n'a même pas le loisir, le mot loisir est mal choisi, mais le luxe de pouvoir dire on fait les sanctions économiques totales sur la Russie. On ne peut pas. On est dépendant. Et donc vous voyez, dans notre arsenal, de cette dépendance, mais on dans notre arsenal, il n'y a pas que des armes. Il ne doit pas y avoir que des armes. On avait fait une très belle campagne européenne au début du conflit ukrainien, c'était isolons nos maisons, isolons Poutine. Donc vous voyez, quand j'entends le ministre des Armées faire une matinale la semaine dernière, et quand on lui parle du financement, dire on ira en gros chercher sur les dépenses non essentielles de l'État. J'aimerais bien savoir ce que c'est les dépenses non essentielles de l'État. Et on le sait dans la phrase suivante. Il dit par exemple, est-ce qu'il y a besoin de milliards sur le plan vélo ? Bon, alors déjà, s'il y avait des milliards sur le plan vélo, j'aurais félicité le gouvernement depuis longtemps. Le plan vélo, il a été créé en 2023. Il y avait 250 millions par an dessus. Donc en 2023, ils ont été mis et dépensés. En 2024, ils ont mis 0 €. Et en 2025, il y a encore 0 €. Alors quand le ministre va à la radio de manière très démagogique, dit on va financer les armes en prenant sur les milliards du plan vélo qui est à 0, déjà c'est, excusez-moi, mais c'est vraiment abruti d'expliquer que pour financer la guerre, il faut arrêter l'écologie, alors qu'en fait il ferait mieux de ne pas couper sur ma prime rénov pour qu'on isole nos maisons, pour qu'on défende moins du gaz, qu'il ferait mieux qu'on fasse plus de vélos pour moins dépendre du pétrole. Enfin, tout ça est logique. Et en plus, c'est faux, c'est une fake news. Donc j'ai du mal, c'est un ministre des Armées, donc il a tout mon soutien dans cette guerre et dans les défis qui s'annoncent, mais il ne faut pas dire n'importe quoi aux Français. Mais vous voyez que le débat aujourd'hui, c'est de savoir où est-ce qu'on va chercher l'argent, en fait. Quand Évidemment. on parle de 50 milliards de budget de la défense porté à 100 milliards demain. Vélo. Voilà, mais on prend où dans la protection sociale, dans l'écologie, enfin la transition écologique, ou est-ce qu'il y a un moyen de financer les armées ou ce développement d'industrie militaire, etc., de la défense, de la sécurité européenne, sans taper dans des budgets essentiels comme la protection sociale ou la transition écologique ? Heureusement qu'il y a un moyen de faire sans taper dans les budgets. Et comment ? Parce que si on explique qu'on fait sans augmenter les impôts, ce que dit pour l'instant le gouvernement, ça veut dire qu'on refait encore plus d'austérité alors qu'on l'a déjà cette année. Sans parler de l'Ukraine et de la guerre, le budget le plus austéritaire depuis les années 70. Et donc, si on refait de l'austérité, qui va être en première ligne ? Comme d'habitude, les plus vulnérables, celles et ceux qui ont besoin de la solidarité de l'État. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Y compris en termes d'objectifs de guerre, pour ceux qui ne s'intéressent qu'à ça et pas à la justice sociale. Le soutien à l'Ukraine va s'effriter dans la population française. Les Français vont dire, nous on veut bien aider l'Ukraine, mais on ne savait pas que ça allait prendre à nous.
Nous, on veut nous d'abord, parce qu'on ne va pas bien. Et ce sentiment de déclassement, on sait aussi qui il nourrit. Les soutiens de Poutine en France. Donc j'ai un double problème avec ces stratégies. Nous proposons donc d'augmenter les impôts, évidemment pas pour tout le monde, mais je rappelle quand même que l'impôt sur le revenu, vous savez, quand il a été créé, en 1914, pour financer la Première Guerre mondiale. Quand on a des défis pareils, c'est la solidarité nationale qui doit jouer, et de manière pas pour tout le monde, juste. Ça veut dire, il est où le curseur? Eh bien, nous, on a fait voter une taxe Zuckman à l'Assemblée nationale, dans notre niche parlementaire, il y a 15 jours. Cette taxe Zuckman, elle taxe à 2% le patrimoine de celles et ceux qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. Donc, normalement, tout va bien pour eux, et ils peuvent contribuer à cet effort. 2% de leur patrimoine... Ouais. Ils vont s'en sortir. Ça rapporte, cette taxe, 15 à 25 milliards par an. Donc ça permet de financer l'effort de guerre et la transition écologique. C'est deux risques existentiels sur lesquels nous devons nous mobiliser d'urgence. Donc on ne dit pas que c'est la seule solution, qu'il n'y a que ça qu'il faut faire, mais enfin si on commençait par faire ça... Mais est-ce qu'il faut l'élargir? Là, ça concerne très peu de foyers, vous l'avez dit, ça concerne à peu près 1800 foyers. Ça ramène déjà 15 à 25 milliards d'euros. Est-ce que du coup on l'élargit? Mais c'est une proposition écologiste, mais qui est très largement soutenue par la société civile et qui a réussi à convaincre à l'Assemblée nationale, puisqu'on l'a fait adopter, au-delà de nos rangs. L'étape suivante devrait être de le faire passer au Sénat. C'est ça que les écologistes pensent. Et puis après, évidemment qu'il faut regarder d'autres choses. Notamment, on sait que dans toute crise, il y a des gens qui se font beaucoup d'argent sur la crise. Quand on dit qu'on va augmenter l'armement, j'imagine que des personnes qui produisent des armes et des industriels français vont bénéficier de super profits. Parce qu'ils vont bénéficier de super commandes. Et donc, il me paraît très logique que personne ne s'enrichisse sur cette guerre. Et donc je pense que s'il y a des super profits qui sont dégagés, ils doivent aussi permettre d'alimenter les finances de la France et de financer cet effort. Les super profits des industriels de guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu Dominique de Villepin hier sur France Inter. Je n'ai pas eu cette chance, mais vous allez me débriefer en direct. Non, il y avait une curieuse phrase qui était assez intéressante. En fait, il expliquait que le développement des industries de la défense respectera les objectifs fixés en matière de décarbonation, qu'il faudra innover en la matière. Et donc, je cite, tout ça bénéficie à la transition climatique. Le réarmement et le développement de l'industrie militaire. J'en suis sûr. Vous êtes d'accord? Ok, on va passer à un autre sujet. On passe à un autre sujet. Je lui demanderai ses calculs détaillés. On va passer à un autre sujet. Comment il y a une proposition de loi visant à assouplir le dispositif du ZAN. Alors, je voudrais juste vous dire un petit mot sur Gaza, alors, avant qu'on passe à ça, parce qu'on a parlé beaucoup de l'Ukraine et on a eu raison de le faire. Mais je ne veux pas que cette caractère complètement anxiogène de ce qui se passe en Europe nous fasse oublier ce qui se passe à Gaza. Hier, l'ONU a sorti un rapport, c'était une commission d'enquête qui montre, et c'est l'ONU qui le dit, qu'il y a 2 critères vous savez, pour dire qu'il y a un génocide ou pas dans un pays, il y a 5 critères. Il suffit qu'il y ait au moins un des critères sur la table pour qu'on puisse parler de génocide. Et là, ils disent qu'il y en a 2 qui sont avérés. Le premier, c'est des atteintes à la santé sexuelle et reproductive. C'est-à-dire qu'en fait, on s'organise pour que les Palestiniens ne puissent plus avoir d'enfants. Notamment là, un centre, le seul centre de FIV de Gaza a été détruit, mais de manière très ciblée. C'est 4000 embryons qui ont été détruits, les échantillons de sperme, etc. Et puis en fait, on a détruit aussi les maternités. Donc aujourd'hui, vous êtes à Gaza, vous y pensez à 2 fois avant de faire un enfant, et c'est ce qu'ils veulent. C'est progressivement qu'il y ait de moins en moins de Palestiniens. Et puis la deuxième, qui a été beaucoup plus évoquée dans les médias, celle de créer des conditions calculées, des conditions de vie calculées pour entraîner la destruction physique d'une population. C'est l'ONU qui le dit, et c'est vrai que ça se passe dans une forme d'indifférence générale parce qu'on est tous très inquiets pour l'Ukraine, qu'il y a des réunions nationales, des éditions spéciales. Donc je tenais à remettre le sujet de Gaza sur la table et avoir un mot de soutien pour les Palestiniens et pour toutes celles et ceux qui les défendent. On vous entend, mais si vous me permettez, on va revenir avec grand plaisir. Et on va parler d'écologie. En fait, le Sénat examine une proposition de loi qui vise à assouplir le dispositif ZAN, zéro artificialisation nette. Les débats ont été houleux hier au Sénat. Les objectifs ont été retoqués, des exemptions ajoutées. Le sénateur écologiste de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, a dénoncé un détricotage complet du dispositif. Il a raison, on en est là. Bien sûr. La loi, le principe qui avait été arrêté, c'était de dire il n'y a plus d'artificialisation à partir de 2050. Et il y avait une étape intermédiaire, 2031. Il y avait 50% maximum d'artificialisation moins 50% d'artificialisation. C'est les régions qui fixeront elles-mêmes leurs objectifs. Alors, premièrement, c'est plus 2031, c'est 2034. Deuxièmement,
c'est plus vraiment moins 50%. Chaque région verra quel objectif elle se fixe. Et troisièmement, les collectivités pourront bénéficier de dérogations pour ne pas respecter l'objectif de leur région. Alors sur la construction de logements sociaux, sur les sites industriels... Ça fait beaucoup de recul qui rendent inopérant la mesure. Sauf que ça n'enlève pas l'objectif de 2050. Est-ce que vous comprenez... Il sera un peu tard en 2050, si je peux me permettre. Est-ce que vous comprenez la grogne des élus locaux et que du coup le Sénat tente de répondre à cette grogne des élus locaux? Mais moi je veux qu'on se parle franchement. Quand on parle de zéro artificialisation nette, c'est pas juste pour faire plaisir aux écologistes. C'est parce qu'on parle de nos paysages, on parle du climat, on parle de la biodiversité qui est en train de s'effondrer et c'est un risque pour la survie de l'humanité. On parle des risques naturels qui, à ce stade, ne sont plus juste des risques naturels, mais des risques humains. C'est pas la nature qui fait les inondations, c'est aussi la manière dont on aménage le territoire. Et puis enfin, on parle d'agriculture. Parce que moi, j'avais compris que la droite se proclamait partout soutien des agriculteurs. Mais apparemment, ils préfèrent des entrepôts Amazon que des champs. Donc j'ai un problème. Les écologistes, on est constants là-dessus et cohérents. On défend l'agriculture et on veut qu'il y ait des champs pour produire des vrais aliments dedans. Ensuite, vous dire qu'en 40 ans, on a augmenté notre consommation d'espaces naturels de 70%. 70%. Alors quand j'entends certains dire « Ah, les écologistes avec les zéro artificialisation nette, ils veulent interdire la construction de logements ». On a augmenté en 40 ans notre construction de logements, notre consommation foncière de 70%, mais on a une population qui a augmenté que de 20%. Donc il faut arrêter de nous faire croire que l'artificialisation, c'est pour construire des logements sociaux. D'ailleurs, celles et ceux qui portent cet argument sont les mêmes qui refusent de construire des logements sociaux sur leur territoire. Il ne faut pas se moquer du monde. Il faut arrêter d'être hypocrite quand même. Donc voilà, pour toutes les raisons que je vous ai données, deux petites questions, parce que le temps file. Il nous reste plus que 2 minutes, Marine Tondelier. La primaire des écologistes pour les municipales à Paris débute aujourd'hui. Il y a 4 candidats en liste. Elle a déjà débuté depuis longtemps, mais là, c'est le vote. Voilà. C'est le vote. C'est le vote aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 4 candidats en liste, du coup? Est-ce que vous regrettez qu'Yannick Jadot ait renoncé? Je me suis déjà exprimée là-dessus. J'avais trouvé que l'idée d'Yannick Jadot était intéressante, ouvrait des perspectives. Après, mais est-ce que vous espérez qu'il soit encore un recours face à la multiplication des candidats à gauche à Paris? Ah, mais vous savez, moi j'ai donné mon avis. Et je pense que c'est mon rôle aussi de secrétaire national de dire je pense que là ce serait intéressant de regarder ça. Après, on est dans un mouvement démocratique et je fais confiance aux militants, notamment aux militants parisiens qui sont en train de choisir leur candidat. Yannick Jadot n'est pas un choix sur la table, donc il ne va pas sortir du vote. Lequel a votre préférence parmi les 4? Et franchement, je les connais tous les 4 depuis longtemps. Ce sont des choix chacun intéressants à leur manière. C'est pas les mêmes histoires. Voilà, c'est pas les mêmes histoires. Les incarnations sont différentes, mais à chaque fois séduisantes, racontent des histoires intéressantes, touchantes. Ce sont des écologistes engagés. Vous savez, des fois dans des primaires, on se dit faut surtout pas que ce soit lui ou elle qui gagne. Je sais pas comment on va faire. Et alors, je suis une secrétaire nationale sereine parce que quelle que soit l'issue de ce scrutin, j'ai totalement confiance. On a compris que vous, évidemment, vous allez respecter le vote des militants écologistes. Quand je vois comment ça se passe dans d'autres partis actuellement, je me dis que la vie est belle chez les écologistes. Ouais, ça, on va en parler dans deux. Il n'y a pas de problème. Mais le débat sur les primaires écologistes a été sain, serein, argumenté par des éléments de fond. Quand je vois ce qui se passe dans d'autres partis, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les règles de comment et à quelle date on va organiser la primaire et que ça se finit avec des huissiers. Je me dis qu'on est peut-être en ordre de bataille plus que d'autres pour diriger de grandes villes. Est-ce que juste là, il y a un candidat qui va sortir le week-end prochain, du coup, est-ce que ce sera un candidat de premier tour ou est-ce que vous dites on peut s'allier avec les socialistes et les communistes, il faut qu'on s'allie dès le premier tour à Paris? Les écologistes ont une position assez claire sur le sujet. On veut les unions les plus larges possibles. Dès le premier tour? Et c'est à ça que nous allons travailler. Mais en discutant avec les partenaires, dont certains, je vous rappelle, n'ont pas envie de discuter ensemble, et puis certains, on ne sait même pas qu'il faut appeler parce qu'on n'a pas compris comment ça allait se terminer. Donc nous serons prêts le 23 mars et à la disposition de qui veut pour discuter. Mais donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément un candidat écolo au premier tour à Paris? C'est la ligne est quand même d'avoir un maire écologiste de cette ville. Mais on va discuter et on va le faire sérieusement. Le principe de la primaire, c'est bon que pour Paris ou il y aura d'autres grandes villes où vous ferez la même chose en fait pour désigner votre candidat? Il y a des villes, vous voyez par exemple à Toulouse, Régis Godet qui a été désigné chef de file des écologistes et il a mis, nous on fonctionne pas en disant c'est nous ou rien, on propose notre candidature pour faire consensus, parce qu'on voit bien que ce qui peut rassembler les insoumis et les socialistes pour une candidature commune, c'est en général pas un candidat insoumis que les socialistes ne voudront jamais soutenir ou un candidat socialiste que les insoumis ne voudront jamais soutenir. Un candidat écologiste, dans plein de villes en France, peut être soutenu par les deux à la fin et donc gagner. Nous, ce qu'on veut, Paris, c'est une ville de gauche aujourd'hui. Ma question, c'était de savoir si vous alliez organiser des primaires similaires à celles de Paris dans d'autres villes, en fait, tout simplement. Moi, je pense qu'il y a d'autres manières de se mettre d'accord que les primaires. Vous voyez, à Toulouse, aujourd'hui, les partis discutent. Alors, est-ce que ça se
fait en un claquement de doigts, non, et c'est normal. Mais je vois bien que les discussions avancent, que les gens se préparent. Et puis si on part pas tous ensemble au premier tour, j'espère qu'on sera ensemble au deuxième. Mais on veut les alliances les plus larges possibles au premier tour. Surtout, je vous en prie, je le dis à tout le monde, dans les villes de droite qu'on veut faire basculer dans le camp progressiste. Parce que pour les gens qui habitent dans ces villes, c'est important quand même. De tout d'un coup se dire on peut gagner. Un dernier mot sur votre congrès, puisqu'il y aura votre congrès pour désigner la nouvelle secrétaire nationale. Ce sera fin avril. Est-ce qu'aujourd'hui l'écologie elle est écrabouillée entre le PS et LFI? C'est ce que dit votre adversaire Karima Delli. Ah bah dis donc, elle est sympa. Non mais écoutez, moi je suis une secrétaire nationale sereine dans un monde hyper anxiogène parce que j'ai confiance dans mon mouvement. Je suis une secrétaire nationale mais je suis aussi militante depuis 15 ans. Et je fais campagne actuellement comme j'ai toujours fait campagne, de manière respectueuse pour mon mouvement, pour mes opposants, mes concurrents dans ce congrès, et pour les militants. Et je vous le dis, moi depuis 15 ans, à chaque fois que j'ai vu des écologistes aller sur les plateaux télé pour taper sur d'autres écolos en pensant que ça leur rapporterait quelques voix en interne, j'ai toujours été, un, très choquée et meurtrie, et deux, ça n'a jamais marché. Donc j'ai confiance dans mon mouvement, je fais campagne de la manière malgré les critiques internes qui soit. Et vous savez, moi, des choses que j'ai envie dans le mouvement de changer, il y en a, mais je réserve ces débats pour l'interne. Et on peut le faire sans se taper dessus. On est pour la non-violence et la désescalade au niveau international. Ouais. Normalement, on l'est aussi en interne. Merci, voilà. Merci Marine Tondelier. Merci. Rendez-vous le 26 avril pour les résultats de ce congrès. Et après, on a du boulot parce que 2026, 2027, les enjeux sont vraiment cruciaux. On ne peut pas faire un congrès nombriliste dans un contexte pareil. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de Ouest France, effort de défense, de quels moyens dispose la France? C'était la une de votre journal, Stéphane. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires.